Habiter ici et le monde. On y parle d'architecture, d'espace urbain et du paysage. De celles et ceux qui y habitent, de celles et ceux qui y travaillent. Des interrelations qui s'y nouent. D'un horizon soutenable pour habiter ici et le monde. Une émission de Valérie Didier. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Radio Anthropocène. L'émission Habiter ici et le monde consacre 7 épisodes à l'exploration de la question de la transformation urbaine et architecturale à partir de projets et réalisations de l'agence Looking for Architecture au croisement des enjeux à relever aujourd'hui. Ces 7 numéros font partie intégrante d'un processus éditorial, un livre édité par les éditions de 105 et Cité Anthropocène et qui sortira dans toutes les bonnes librairies fin février 2025. Construire reste le standard dans le monde de l'architecture, mais nous savons que le secteur de la construction et le fonctionnement des édifices sont à l'origine de près d'un cinquième des émissions de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, consomment des matières premières ou transformées qui ne sont pas renouvelables et sont la source de multiples pollutions. En réponse, une des voies ne serait-elle pas celle de s'emparer du déjà là, réimaginer, projeter de nouveaux usages, trouver des solutions, faire la démonstration de l'agilité. Conscient de nos interdépendances, il s'agit maintenant de coopérer. Ce dernier épisode de la série est un peu différent. Après avoir exploré à travers 7 projets de Looking for Architecture des questions posées à l'architecture de ce début du XXIe siècle, avec une parole plurielle entremêlant des contributeurs et des habitants temporaires ou pérennes de chacun des projets, nous allons consacrer 7 heures avec Laurent Grabert et Antoine Trollat, architectes cofondateurs de Looking for Architecture, à ce qui les a animés depuis 2011 et ce qui les anime aujourd'hui en architecte. Habiter ici et le monde. Une émission de Valérie Didier. Vous avez créé Looking for Architecture, LFA, en 2011 à Lyon. Et avant cela, vous avez étudié l'architecture à l'École nationale supérieure de Lyon, où vous vous êtes rencontrés. Comment pourriez-vous qualifier cette parenthèse que furent vos études respectives? Lequel d'entre vous veut commencer? Laurent Grabert. Merci Valérie. Alors comment on pourra qualifier cette parenthèse 1997, moi je rentre un an à l'école avant Antoine, je redouble ma première année pris dans le flot et flux des réformes successives. Et puis je rencontre donc Antoine en 1998. J'étais déjà un petit peu proactif avec le bureau des élèves, donc le BDE qui à l'époque s'appelait l'ALEA, l'association lyonnaise des élèves architectes. Et du coup, j'ai rapidement, on a sympathisé avec Antoine et on a vite mené des projets événementiels au sein de l'association des élèves pour notamment organiser des soirées. Dans le cadre de ces soirées, on s'interrogeait beaucoup sur les rapports entre notamment musique et architecture. Moi, j'étais passionné de musique électronique à cette époque-là, qui est le Café des Arts, donc le bar de l'Aléa, au sein des locaux de l'École d'architecture de Lyon, était un lieu connu pour diffuser de la musique électronique, notamment tous les vendredis soirs, dans le cadre des fameuses Happy Hours, à la fin des années 90 et jusqu'au milieu des années 2000, je dirais. Enfin, je dirais jusqu'en 2005, quelque chose comme ça. Et du coup, avec Antoine, on a organisé pas mal d'événements dans ce cadre-là. Et Antoine parlera, lui, il était plus sur la question des conférences, mais d'architectes, justement, pour un peu étoffer notre bagage et notre culture architecturale. Et donc, rapidement, on s'est bien entendu sur ces aspects qui étaient un petit peu périscolaires. Donc, si je comprends bien, là, vu les années que vous citez, 97... Quand vous entrez à l'école d'architecture, vous êtes à Vaux-en-Velin, dans le bâtiment de Jourdain et Perronin, qui est livré, je crois, l'année... En fait, vous inaugurez le bâtiment en tant que... Ah non, il était déjà inauguré depuis 1988, quelque chose comme ça. Donc ça faisait déjà 10 ans qu'il était en fonctionnement. Moi, j'ai été notamment pas mal allé parce que j'avais une grande sœur qui avait un petit copain à l'école d'archi. Et donc, dès mes années lycée, j'allais faire j'allais à ces fameux happy hours le vendredi soir. Et en même temps que j'étais animé par cet appétit pour la musique électronique qui était diffusée au sein de l'école,
j'ai découvert aussi un petit peu l'environnement des études d'architecture, de ce bâtiment évidemment emblématique à cette époque de la question de l'enseignement, qui était très lisible, très vérité constructive, un terme qu'on aime aujourd'hui emprunter, et qui était d'ores et déjà une leçon un petit peu d'architecture sur les différents registres empruntés, le socle, le béton, le verre, la charpente bois, la question de la composition, enfin tout ce qui aujourd'hui fabrique aussi un petit peu une base de notre expression architecturale. Et donc du coup, ça faisait déjà 10 ans qu'elle était livrée. Antoine Trollard ? Oui, c'est une expérience qui était intéressante qui était enrichissante, parce que ça nous a permis de comprendre ce que j'ai particulièrement apprécié dans ces années d'études, c'était de pouvoir avoir une ouverture d'esprit globale. Il y avait en plus cet intérêt que c'était une période où les âges étaient beaucoup plus mixtes que maintenant. Il y avait des quarantenaires, des vingtenaires, toutes formes de milieux socio-culturels et d'âge, qui permettaient d'ouvrir le champ des possibles, et qui, finalement, les études d'architecture, elles étaient au centre, mais pas uniques dans l'appréhension de l'école. Et du coup, ce que ça nous a appris, c'était surtout d'avoir cette ouverture d'esprit à se mobiliser sur un tas d'éléments qui peuvent aller de conférences, d'expositions, d'être acteur de ses propres études, de pas juste en être le client. Oui, les récepteurs. Les récepteurs, oui, ne pas en être que les récepteurs, mais d'en être acteurs et de fabriquer nous-mêmes les modes d'expression qu'on voulait employer et qui nous paraissaient en lien avec l'architecture. Mais comme je crois savoir, vous ne venez pas l'un et l'autre spécifiquement d'un milieu d'architecte, la culture architecturale n'est pas quelque chose qui existe au lycée. Donc comment vous arrivez là ? Je comprends bien l'aspect festif et tout ça, mais comment vous arrivez finalement vers un domaine dont on ne sait pas grand-chose pendant les années lycée, sauf encore une fois si on vient de ce milieu-là. Donc qu'est-ce que vous avez comment vous imaginez ce qu'est l'architecture quand vous arrivez à l'école d'architecture ? Je ne parle même pas de la question de l'enseignement et de la pluralité des enjeux et des sujets à aborder et des compétences à acquérir. Mais voilà, comment vous percevez ce champ ? Moi, alors, je pense qu'Antoine, moi je vais introduire, ça va être assez court, parce que comme tu l'as dit, moi je suis vraiment rentré par la porte du bar de l'école pour appréhender la question architecturale. Et comme beaucoup, parce qu'après, après mes études et en nous installant, après j'ai enseigné quand même une petite dizaine d'années à l'école, et je me suis vraiment revu dans les étudiants qui sont tout à fait immatures et totalement... on est dénué de toute culture architecturale. Moi, j'avais un peu j'étais sensibilisé par la culture générale de mes parents, mais qui était effectivement pas du tout une culture spécifique d'architecte, comme aujourd'hui on peut facilement l'imaginer. Et du coup, moi, j'étais totalement naïf quand je suis arrivé, et totalement inculturé en termes d'archi. Je crois qu'Antoine, c'était un peu différent, parce que lui, il avait fait un peu des prépas artistiques au lycée, notamment, il me semble. Oui, moi, j'avais fait une école d'art appliqué. Et quand je suis arrivé à l'école d'architecture, j'avais pas forcément, effectivement, une vision claire de ce que c'était que l'architecte, mais j'avais une vision claire de ce que c'était de vouloir de faire un métier, de travailler dans un métier créatif, mais des arts appliqués. Et parce que personnellement, je me suis posé la question entre beaux-arts et arts appliqués. Mais j'ai choisi peut-être la facilité vers les arts appliqués. Mais sans avoir vraiment cette vision de qu'est-ce que c'était qu'un architecte, je crois qu'on a rapidement compris avec Laurent qu'un architecte n'était pas forcément un bâtisseur, quoi. Qu'il était une rotule entre une réflexion et une réalisation, mais sans forcément passer par une construction.
Du coup, c'est-à-dire qu'une réflexion que des étudiants pouvaient avoir sur une pratique architecturale, on pouvait en parler en organisant une conférence, où on pouvait mobiliser des étudiants qui avaient envie de construire de leurs mains pour passer de la théorie à la pratique. On pouvait l'expérimenter sans forcément attendre d'avoir un plan figé ou construit, ou sans forcément attendre de savoir faire un plan. Et je crois que c'est ça qui a un peu formé après notre parcours suivant. C'est-à-dire de faire et puis de voir ce que ça... de faire en marchant. De faire en marchant et pas nécessairement de bâtir, même si j'imagine que vous avez aussi envie de bâtir. Oui, évidemment. Après, je pense que peut-être qu'on appréhende plus la question de l'acte de bâtir comme nous une forme d'expérimentation. Donc cette expérimentation, elle a vite pris, et dès l'école, un caractère très physique, puisqu'on a commencé à expérimenter la construction à partir d'ingrédients, échafaudage, toute cette question un peu qu'on appelait à l'époque de déco dans le cadre de nos différents événements qu'on organisait dans ce cadre associatif en parallèle et en continuité et un peu faisant corps avec nos études d'architecture. On était maçon architecte entre guillemets, et ça on l'a vite après expérimenté de manière à plus grande échelle et pour un public, je dirais, plus large, en dehors des murs de l'école, dans le cadre notamment du Festival Nuit Sonore, qui a accompagné un petit peu notre démarrage dans la question de l'univers professionnel et qui a aussi accompagné cette continuité qui nous plaisait d'associer spectacles vivants, fêtes, et puis aussi de se poser des questions sérieuses dans des environnements culturels, festifs qui ont toute leur place. Et ça nous a bien animé. Alors après, effectivement, il est plus compliqué, on s'en rend compte maintenant, étant un peu plus mature, ayant un petit peu de bagage en termes d'expérience. L'acte de bâtir au sens stricto sensu, comme on l'entend dans le BTP, c'est quelque chose qui est un petit peu, qui au démarrage était assez éloigné de notre aptitude à expérimenter, puisqu'il y a des questions de maîtrise, de méthodologie, et puis aussi d'a priori dans ce milieu-là, qui font que quand on sort un peu des sentiers battus, puis des questions évidemment de garantie, on l'a maintes fois expliqué, cette question d'opportunité à expérimenter, c'est facile quand on organise un événement qui dure 4 jours, c'est plus compliqué quand on doit fournir un bâtiment qui est garanti 10 ans minimum, puis qui est là pour un demi-siècle ou un siècle dans son aspect physique. Donc, mais après, par contre, on a toujours eu envie effectivement de construire, mais c'est aussi, il y a eu un parcours, c'est qu'on a eu envie d'expérimenter, de faire, finalement de rechercher. On n'a pas eu envie de s'enfermer dans quelque chose directement. Donc on est passé un peu par des chemins par des détours pour revenir maintenant sur une forme d'architecture plus classique, mais pour nous construire ces fameuses références, ou nous construire notre référence par nous-mêmes à travers cette expérimentation. Donc c'est peut-être un peu, le temps est un peu plus long, mais je me rappelle avoir ces discussions avec Laurent justement sur cette question de passer par-dessous ou par-dessus, je ne sais pas, mais en fait contourner un petit peu la voie classique de l'architecte. Et donc ça formule aujourd'hui, je pense, une expression différente, mais ou un dessin ou une approche du projet qui est différente, avec des méthodes qu'on s'est construites par l'expérimentation. Alors justement sur ces questions de méthode, de construction,
pendant cette période de vos études respectives, donc à Lyon, je le disais, mais vous êtes tous les deux allés faire un tour ailleurs. Laurent Grabert, vous êtes allé une année à Berlin. Antoine Trolla, vous êtes allé une année à Montréal, donc sous d'autres, malgré tout, latitudes, et avec d'autres cultures architecturales. Donc justement, à la fois cette envie de vous éloigner à un moment de Lyon et d'aller au contact d'autres choses, qui participent d'ailleurs sûrement de ce goût à la fois de la curiosité mais aussi de l'expérimentation. Qu'est-ce que vous avez chacun, Laurent Grabert à Berlin ou Antoine Trolla à Montréal, qu'est-ce qui a pu être nouveau par rapport à ce que vous viviez à Lyon, à l'école d'architecture, encore une fois, Après, bon, l'année d'Erasmus, c'est toujours une année un petit peu, je pense, pour beaucoup d'étudiants, une année un peu charnière qui fait passer un petit peu du monde du jeune adulte un peu naïf, étudiant un peu dilettant, à quelque chose souvent d'un peu plus... qui participe de la construction personnelle autant que de l'appétence et de l'obligation entre guillemets, et du sérieux que doivent entreprendre... que revêt la question des études. Pour moi, Berlin, ça a été... donc ça s'inscrivait aussi beaucoup dans cette continuité de mon appétence pour la culture des musiques électroniques, pour à la fois être... Berlin est une ville tout à fait singulière dans le monde aujourd'hui par son histoire, par par justement son urbanisme, par sa capacité à s'adapter. Et donc du coup, l'acte de transformation pour cette ville-là est tout à fait singulier, parce qu'elle a été au cœur d'enjeux mondiaux, comme tout le monde le sait, entre la fin de la Deuxième Guerre mondiale et puis la chute du mur en 1989. C'est une ville qui transpire plein, qui synthétise finalement la question d'une capacité des civilisations, des êtres humains à s'adapter dans une situation. C'est une ville aussi qui fait 8 fois la taille de Paris, il y a 3 fois moins d'habitants, donc il y a de la place. Et cette question entre l'espace et la liberté en fait que l'on peut avoir, elle est vraiment... elle est criante en fait sur cette ville-là. C'est la place, l'espace. Donc ça, moi, j'en ai vraiment pris conscience en l'arpentant et en la traversant, avec ces moyens d'étudiants qui sont intéressants, parce qu'on a peu de moyens. Donc du coup, on privilégie la marche à tout autre système. Et ce qui m'a permis vraiment d'affûter une forme de regard sur l'architecture, sur l'urbanisme et sur le rapport des échelles entre le corps et l'espace. Après, il y avait un autre point qui était singulier à Berlin, c'était cette question d'une ville qui n'est pas dans le tourbillon de la question de la productivité et notamment du poumon économique d'une ville, ce qui est rare pour une capitale, notamment en Europe. Donc c'est une ville, le poumon économique de l'Allemagne, il se situe plutôt... en Bavière et puis dans la Ruhr, quoi. Donc à la fois sur les activités automobiles, voilà, exactement, et puis la vallée de la chimie. Après, Berlin, c'est une ville d'intellectuels, de politiques, d'artistes, d'étudiants, et donc du coup, ça aussi, en plus de cette question de grande place que l'on peut avoir, notamment occupée en grande partie par du végétal, il y a cette question aussi de type de population qui y vivent, et donc du coup, ce qui participe encore plus à cette question un petit peu de liberté. Et donc ça a évidemment façonné une manière d'appréhender la question de l'architecture de manière assez... ça a été un révélateur pour moi cette 4e année, au-delà aussi de la culture de l'enseignement à la TU à Berlin, qui était aussi totalement différent de celui qu'on avait à Lyon, puisqu'on avait le choix, on arrivait à Berlin... Mais je pense que pour Antoine, c'était un peu la même situation, mais dans ces universités où en fait on a le choix. Donc on arrive, on a un jour où il y a 25 équipes d'enseignants qui présentent 25 studios, avec 25 scénarios, 25 manières d'appréhender l'architecture. Ils se mettent en spectacle et on n'a que l'embarras du choix de choisir justement le studio qui plaît. Donc moi j'ai eu l'opportunité de travailler avec Finn Geipel et Nicolas Michelin à l'époque où ils avaient l'APFAC. Et un 2e semestre avec un enseignant anglais de la Bartlett School. Alors c'était vraiment deux ateliers extrêmement différents, mais qui étaient diamétralement opposés, et qui permettaient aussi d'appréhender la question de l'architecture par des choses plus ou moins légères, plus ou moins justement liées à cet acte de construire, à cette capacité à transformer. C'était aussi bien des petites choses que des choses très impactantes pour une ville.
Donc je dirais que c'est vraiment une année qui à la différence de Lyon, m'a permis de rentrer, qui a été une année charnière et qui est une année de révélation pour moi. Une année de révélation, oui, parce que c'est vrai que Berlin, je le rappelle, c'est une ville qui est, au sortir de la guerre, détruite à 80%, hein, donc c'est pas du tout l'histoire de Lyon, qui est à l'interface avec le futur ancien régime soviétique, avec le mur effectivement qui coupe cette ville en deux. Donc vous arrivez après la chute du mur, donc à la fin d'un monde, hein, en réalité, mais en même temps qui ouvre une opportunité énorme. C'est une ville qui devient extrêmement attractive, notamment pour les jeunes et notamment pour la création, parce qu'il y a de la disponibilité aussi d'espace, il y a une très grande liberté, et ça c'est des choses qu'on va retrouver ensuite dans votre travail finalement, tout ce que votre goût pour à la fois l'événementiel, mais aussi la question des friches, la question de la transformation tout le temps. Antoine Trollard, vous êtes allé à Montréal, donc une histoire complètement différente, une ville du Nouveau Monde, une ville beaucoup plus récente. Alors, qu'est-ce qui se passe à Montréal pendant un an après Lyon? Et donc c'est complètement différent là aussi. Ouais, alors en même temps, il y a beaucoup de similitudes finalement. C'est marrant parce qu'on n'en avait jamais vraiment parlé, mais il y a des grands espaces. En fait, c'est une ville horizontale, malgré qu'il y ait un centre vertical, mais c'est une ville horizontale qui n'est pas tournée vers son patrimoine, du coup qui est beaucoup dans l'expérimentation. J'avais un enseignant, donc j'essayais de me souvenir le nom pendant que Laurent parlait, mais je m'en souviens plus, mais un enseignant anglo-saxon. On est sur une ville multiculturelle, avec de langues. Et donc un enseignant anglo-saxon qui faisait le parallèle entre art et architecture, qui référençait tous ces projets d'architecture à travers de projets artistiques et qui nous faisait lire comme ça son espèce de bible de documents qui passait de la théorie de l'architecture à la théorie artistique, et à chaque fois qui faisait le parallèle comme ça, parce que Montréal c'est la capitale culturelle du Canada, et du coup avec une certaine forme une vie alternative forte, et donc du coup une ouverture d'esprit là encore, et une ville qui ose expérimenter, en tout cas avec des gens qui osent expérimenter, qui osent tester. J'étais surpris par rapport au côté un peu, on va dire, avant-gardiste de mes camarades, des jeunes qui m'entouraient en fait. Mais avant-gardiste, je ne sais pas si c'était bien ou pas bien, mais en tout cas beaucoup plus, je ne sais pas comment le formuler, comme si ils osaient plus. Oui, mais à travers toutes les choses sociales, et en fait il y avait une espèce de temps d'avance, mais pas forcément un temps d'avance positif, où j'y mets pas une forme de qualité là-dedans, parce que c'était sur toutes les formes de tout ce qu'on peut faire quand on a 20 ans, quoi. Ou avant, ou à 18 ans. Et il y avait une forme de liberté, et effectivement, et c'est ce que je retrouvais dans ce que disait Laurent là, mais culturelle, quoi. Une liberté qui est, nous on est un peu enfermés dans des principes, on va dire, judéo-chrétiens qu'ils n'ont pas du tout, et enfermés aussi sur des principes on pense une architecture en fonction de son patrimoine, en fonction de tout ça, alors que l'approche du cours d'architecture là-bas est pas du tout, se base pas du tout là-dessus. Et j'ai retrouvé à l'école Jean-Pierre Chupin, qui à l'époque avait été passé par l'école d'architecture et qui avait essayé d'expérimenter cette méthode de faire de l'architecture à travers des objets à penser, à travers l'art, à travers des objets créatifs pour construire un propos d'architecture, et sur toute la question de la théorie de la pratique architecturale, qui n'est pas forcément que celle qui est bâtie, mais que la théorie d'architecture est un projet au même titre que la construction d'un bâtiment. En vous écoutant tous les deux, je me dis que cette année d'Erasmus, que ce soit à Berlin ou à Montréal, c'est quand même un sacré bol d'air, hein, dont vous revenez, je pense, un
peu plus transformé. Vous citez des enseignants, vous citez des pédagogies, ce que vous n'avez pas fait pour Lyon jusqu'à maintenant. Mais peut-être c'est un autre débat. Vous êtes diplômé en 2005, je crois, c'est ça ? Tous les deux ? Ouais. Voilà. C'est quoi votre diplôme ? Alors, moi, me concernant, c'était toujours dans le continuum de la question des cultures électroniques, c'était un espace de sensibilisation et d'information sur les musiques électroniques, qui était du coup un objet mobile, déployable et modulaire, qui était à destination, finalement, qu'on a retrouvé un petit peu dans notre parcours après, qui avait vocation, du coup, à sensibiliser à la culture électronique, soit dans le sens de la fête, soit par des cultures savantes. Donc, c'était un diplôme et un espace et un dispositif qui était censé justement relier la question des cultures savantes et des cultures populaires autour de la question de la musique électronique. Ok, Antoine Trollin. Et moi, c'était la réflexion autour d'un projet sur le passage du cultuel au culturel. Et donc, du coup, comment l'Église peut se transformer pour accueillir de l'art contemporain à travers une architecture vernaculaire. Et donc, du coup, en employant des matériaux, en l'occurrence le pisé à l'époque, parce que le site du projet était sur un territoire de pisé. Et comment faire pour permettre de donner un espèce de second souffle à l'église au centre du village, qui s'agrandit pour accueillir une collection dont elle était déjà... il y a une collection autour de cette église, une très grande collection d'art sacré, et comment l'art sacré a pu influencer comment l'art sacré occidental, l'art sacré influence l'art contemporain occidental, et comment en fait, et le passage du cultuel au culturel, c'est comment on peut faire le pont, le passage en fait d'un espace qui était tourné vers le culte en le réorientant notre référence vers le culturel. C'est un vaste chantier parce que de toute façon, je crois savoir que dans le patrimoine français, le patrimoine culturel est absolument considérable en quantité, et qu'en même temps, nos sociétés se sont transformées et qu'ils sont nettement moins fréquentés, voire certains abandonnés, pour en tout cas dans cette destination du culte, et en particulier du culte catholique, puisque nous sommes en terre chrétienne. Voilà, donc Mais si je peux me permettre de rajouter là-dessus, c'est que ce qui m'intéressait aussi, je crois que ça fait aussi un parallèle avec ce qu'on essaye de dire aujourd'hui, c'est il y avait la forme, du coup, la forme qui du coup venait être en relation avec son patrimoine, avec son contexte. Mais ce qui m'intéressait là-dedans, c'était le fond, c'est-à-dire que les œuvres, comment on peut mieux comprendre le culte à travers l'art contemporain, en n'étant pas naïf sur le fait que l'art contemporain qu'on produit est issu de ce culte. C'est-à-dire que l'art contemporain qui était exposé l'art contemporain qu'on connaît aujourd'hui, occidental, et se réfère à une culture, à cette culture-là en tout cas. Oui, on vient tous quelque part. En tout cas, c'est le terreau dans lequel on est né, même si tout ça est en reconditionnement et de remise en question permanente. Je disais tout à l'heure, vous avez créé votre agence en 2011. Elle s'appelle donc Looking for Architecture. Et donc, ça semble dire que vous êtes à la recherche, non pas du temps perdu, mais de l'architecture, ou que vous étiez à la recherche de l'architecture. C'est assez puissant, ce nom d'agence, de donner le sentiment que les choses ne sont pas arrêtées et que c'est un mouvement. Comment vous choisissez ce nom ? Alors on a fait je pense comme beaucoup de jeunes associés qui cherchent un nom pour leur agence, on a fait un gros brainstorming, commencé par ça, qui n'a mené à rien, et en fait tout d'un coup la compagne d'Antoine a eu cette bonne idée de dire et elle a parlé de looking for, etc. Et puis après ça a beaucoup résonné à l'époque avec parce qu'on était beaucoup sur cette idée de laboratoire, ça nous plaisait, cette question d'expérimentation, de recherche. Donc le terme de laboratoire d'architecture nous intéressait beaucoup, sans qu'on trouve quelque chose qui semblait intéressant d'un point de vue
purement naming, entre guillemets, même si on ne souhaitait pas franchement le marketer. Et puis Antoine n'était pas forcément très à l'aise avec d'emprunter des termes anglais. Mais du coup, comme c'est venu de sa compagne, je pense qu'il ça a formé une forme d'acceptabilité. Là, je rentre dans la sphère personnelle peut-être un peu trop. Je vais faire exprès de faire des bruits, tout ça, pour pas que ça puisse être gardé. Non, mais du coup, c'était... mais c'est vrai, en plus, hein, c'est bien elle qui a eu l'idée, il me semble. Et du coup, ça résonnait bien avec aussi cette question de rapport à la recherche du temps perdu, à cette question à l'époque, Looking for Eric aussi, qui était un film un petit peu de l'époque. De Ken Loach. Voilà, exactement, avec Eric Cantona et tout ça, et qui était un film moi, qui m'avait beaucoup plu. Et donc, du coup, ça résonnait. Je trouvais ça à la fois assez ludique, à la fois assez... aussi poétique, et puis ça parle bien aux anglo-saxons, du coup, parce que ça renvoie à quelque chose qui dans la tournure est assez pertinent. Donc après, ça... Non, voilà, mais du coup, oui, ça c'était... Ça illustrait, quoi. C'est vrai que le problème, en fait, d'avoir un nom anglophone quand on n'est pas bilingue, c'est difficile à porter. Et comme disait Rudy Ricciotti qu'on avait rencontré, il m'a regardé droit dans les yeux parce qu'on a été présenté, il me dit Looking for Architecture, il me regarde, il fait mais qu'est-ce que c'est que cette régression sémantique? Oui, c'est Rudy. Voilà. Mais du coup, mais par contre, effectivement, ça représente, en fait, les mots anglais ont cette particularité de pouvoir représenter plusieurs choses. Et en fait, on n'était pas qu'un seul élément. On était du coup un laboratoire de recherche qui pouvait être scientifique, architectural ou artistique. Et que du coup, cette recherche qui est à la fois... parce que tout à l'heure, ce qu'on n'a pas dit, c'est que pendant les études, on a vite compris ce pouvoir social de l'architecte et ce positionnement social de l'architecte, parce qu'on n'était pas issu de famille d'architectes, mais on a compris rapidement qu'il y avait une certaine forme de classe, de classe sociale de l'architecte. Et que, du coup, le Looking for Architecture, il était dans cette logique-là, dans la langue anglaise. Du coup, et ça nous intéressait, en fait, de l'associer voilà, d'associer cet élément au projet, parce qu'en fait, on s'en sert. L'architecte s'en sert tout le temps. Bien sûr, mais c'est vrai que ça raconte, comment dire, placer la question de l'imaginaire avant même celle de la question de l'action, en fait, faire précéder l'action par l'imaginaire, ça raconte vraiment des histoires très différentes. Il y a beaucoup d'architectes qui ont choisi, vous évoquiez tout à l'heure Laurent Grabert, Rudy Ricciotti, d'appeler leur agence de leur propre nom. Hein, c'est un grand classique partout sur la planète. Déjà, décaler les choses en donnant un autre nom qui n'est pas celui des personnes qui portent l'agence, c'est déjà une posture particulière. Mais ensuite, que ce nom il soit anglo-saxon, en effet, même si je pense que les gens disent LFA et que peut-être il n'y en a pas tant que ça qui savent ce qu'il y a derrière LFA, il y a cette idée très, très claire dont vous venez de parler de laboratoire quand même. Cette idée de se poser comme à la recherche de quelque chose. C'est-à-dire, on ne sait pas, on a des idées, on a des désirs, etc. Mais on va tenter, tout au long des années qui arrivent, d'avancer. Hein. Il y a quelque chose d'assez humble aussi, hein, quand même, dans cette idée de laboratoire. Et il y a ce qu'on appelle assez pompeusement une forme de sérendipité, c'est-à-dire de dire, on reste ouvert à l'inattendu, on va dire, et que peut-être cette rencontre pourrait s'avérer fructueuse, hein, au sens de continuer à avancer sur cette question de l'espace, qui est quand même ce qui caractérise les architectes. C'est quand même des sachants sur la question de l'espace à différentes échelles, bien sûr. Oui. Gabert, oui. Oui, et tout à fait. Puis, et à la fois, cette question de looking for aussi marque... pour nous, cette question d'une forme d'expérience de la durée. On parle beaucoup de l'architecte qui appréhende la question spatiale, mais nous, le cycle d'échanges qu'on a eu là, et cet entretien qui vient clore cette séquence-là,
on l'a bien vu que cette question du temps, pour nous, elle est indissociable de la question de l'espace, puisque, en base de physique, c'est un petit peu le cas depuis quelques temps. Et du coup, cette question de positionner à la question et donc ce qui amène à ce concept de la transformation, hein, c'est-à-dire que les choses évoluent dans une durée, avec des intensités, sur un territoire, dans des limites spatiales. Et ça nous intéresse, je dirais, la dimension de l'expérience de la durée nous intéresse tout autant que la question de l'appréciation et l'appréhension stricto sensu de l'espace. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai pu aussi appréhender à Berlin, et où là, il y a aussi cette maturité qu'ils ont là-bas quand ils transforment la ville, de prendre le temps de la transformer. Donc ce jeu des itérations qui est précieux, on le sent à l'école d'architecture, hein, le projet, c'est quelque chose qui, tout le monde le sait, quelque chose qui ne s'arrête jamais, en fait, qui est cyclique. Et du coup, il y a aussi cette... et peut-être qu'aujourd'hui, la question de la transition écologique et des désordres un petit peu globaux dans lesquels on s'inscrit aujourd'hui nécessite de calmer un petit peu les choses, cette marche en avant de productivité, du monde du BTP qu'on évoquait aussi. Et là, on sent bien qu'on est à l'aune de quelque chose qui va laisser plus de place à une expression peut-être plus réfléchie. Donc, ce qui nous convient bien, nous, parce qu'on a toujours eu cet appétit pour l'expérimentation, de changer d'avis du jour au lendemain, et même si ça coûte en termes de temps, si ça coûte en termes de charge mentale, si ça coûte en termes même de schéma de rentabilité d'une agence d'architecture, c'est beaucoup plus sincère et beaucoup plus efficient pour le projet en tant que tel. Et donc ce concept aussi de looking for intégrait cette question du temps et de la durée et de l'acte de projet, finalement. Oui, et puis que en fait, finalement, l'enveloppe qu'on produit, elle est pour son usage avant tout. Donc du coup, c'est-à-dire que Looking for Architecture, ça s'adresse à finalement également celui qui va vivre cette architecture, ou celui qui va la parcourir. Et donc du coup, cet espace où cette construction, elle doit être au service de celui qui en a un usage. Et que du coup, il doit toujours pouvoir se renouveler. Alors, on a évoqué, je vous remercie, on l'a vu sur les précédentes émissions, vous travaillez en réseau d'acteurs. On voit bien qu'il y a des relations qui naissent, qui se tissent et souvent se prolongent, ce qui n'est pas si fréquent. Et à plusieurs reprises, on l'a vu dans les précédentes émissions, Nuit Sonore, les Biennales, Ninkasi, voilà, ça s'illustre tout à fait concrètement. Nous pourrions presque parler de rencontres qui seraient de l'ordre des relations de résonance. Il y a quelque chose d'assez puissant, qui est un terme qui vient de Hartmut Rosa, comme si vous aviez aussi besoin de construire une forme de collectif de pensée, en fait, voilà, mais très horizontal. C'est-à-dire que je reviens à cette question de laboratoire et cette question de sérendipité, c'est-à-dire s'ouvrir à des possibles et donc des collectifs d'acteurs autour d'une question qui peut évoluer, évidemment, et qui peut se reposer, se transformer elle-même. Ça, c'est quelque chose de très puissant qu'on a pu voir sur les 7 premières émissions. C'est cette question du réseau d'acteurs, de la relation qui va au-delà de la relation, j'allais dire, de clientèle classique, totalement désaffectivée, on va dire, sans charger en termes d'affectif, mais on a senti cette chose-là. Je voulais que vous entendre. Antoine Trelat. C'est peut-être un problème, justement, parce qu'on y met de l'affect, et que parfois on devrait rester factuel. Mais effectivement, on met de l'affect dans les projets parce qu'on s'adresse justement à celui qui va vivre l'espace et pas tant qu'à l'architecture qui l'accueille. Donc du coup, on s'investit dans la programmation ou dans la manière de vivre cet espace-là.
Et puis je pense aussi cette question de rencontre et ça forme évidemment ça fabrique des opportunités de conversation denses, répétitives, et qui forment des cycles en fait finalement de discussion. Et on revient à cette question ce que vous évoquiez sur cette question de la résonance et donc du coup aussi de cette expérience de l'itération sans cesse. Et puis pour nous, on ne peut être que plus mature dans notre appréciation de la situation à partir du moment où on en a fait le tour le plus possible, et en se mettant aussi, comme l'évoquait Antoine, beaucoup à la place d'eux, pour faire avec et pas faire sans ou faire contre. Ça aussi, c'est quelque chose où laisser la place à la sérendipité, ce que vous évoquiez juste avant, pour nous, c'est un point qui est essentiel pour, d'une part, trouver du plaisir à ce que l'on fait, s'enrichir en permanence, apprendre à connaître l'autre, le découvrir, le redécouvrir. C'est un point qui nous semble essentiel, mais ça, c'est peut-être plus aussi lié à des questions de personnalité et aussi qu'on met beaucoup d'affect, comme disait Antoine, déjà dans notre agence, dans nos projets, on essaye de le faire, même si il faut s'en détacher à des moments pour rester, comme le disait Antoine, assez factuel. Et puis, c'est un métier qui nécessite beaucoup qui est très complexe, donc du coup, avec lequel il faut des fois avoir, souvent, un peu de sang-froid pour pas se laisser trop envahir par les situations compliquées, qui souvent aussi intègrent des questions humaines, hein, puisqu'on est dans un métier où on articule finalement des conversations avec des clients, avec des réseaux, comme vous l'évoquiez, des acteurs, des artistes, mais aussi beaucoup d'entrepreneurs, d'artisans, d'entreprises, et qui derrière sont toutes, de toute façon, on ne parle pas des machines, hein, donc là-dessus, c'est un point qui, plus on établit de relations de confiance, sans parler d'intimité, mieux on se porte. Ça semble assez logique d'ailleurs, c'est plein de bon sens. Donc c'est vrai qu'après on va plus vers quelqu'un où on est plus en confiance avec des gens que l'on connaît qu'avec des gens qu'on ne connaît pas. Même si après on cherche de toute façon tout le temps à élargir ce champ de confiance, hein, mais c'est un fait. En préparant cette émission, je lisais les textes qui peuvent être disponibles en ligne vous concernant, et j'ai relevé que vous dites que l'architecture n'a d'intérêt que si elle apporte une qualité supplémentaire à la vie qui s'y déroule. Donc on revient à la question des habitants, des usagers, des citoyens, on peut les appeler de diverses manières. Donc, est-ce qu'on peut dire de vous que et ça résonne beaucoup avec notre époque, et je cite Donna Haraway, hein, que vous acceptez de vivre avec le trouble, justement. Parce que vous avez parlé d'une qualité qui est aussi une fragilité, une forme de vulnérabilité, qui est cette question de l'affect, cette question de s'investir au-delà d'un aspect purement pratico-pratique. Donc, ça engage les choses, et donc forcément, comme ce métier est aussi un métier de difficultés à affronter, et c'est un métier aussi où on perd, hein, c'est un métier où on engage des idées, des concepts, du dessin, du graphe, etc. Mais il y a des concours, enfin on est et on perd, donc c'est dur, hein, de ne pas être complètement atteint. Mais en même temps, c'est aussi quelque chose qui forge cette question de vivre avec les incertitudes, le trouble, d'essayer de dealer avec cette question-là. Et j'aimerais justement qu'on parle un peu de ça, de cette question qui est à la fois caractéristique, je pense, de ce métier qu'est l'architecture, mais aussi très caractéristique du monde dans lequel nous sommes rentrés, qui est, comme le dit Olivier Hamon aujourd'hui, qui est un monde de fluctuation, hein. On n'est plus dans un monde où les choses sont dites, où on sait pour les 20 prochaines années comment les choses vont se dérouler. Donc on est dans... Et vous avez l'air finalement assez solide de ce point de vue-là. Comme si vous aviez depuis toujours accepté cette question de la transformation, cette question de la plasticité et cette question du trouble.
Oui, on est Vous effectivement. êtes prêts, en fait. On est très à l'aise avec, pendant longtemps, ça a formé un débat avec Antoine sur le terme d'instabilité, où on était presque. Moi, j'étais très, très, très fan de la question les architectes de l'instable, même si ça ne met pas forcément en confiance un client quand il s'agit de lui construire un bâtiment. C'est sûr. Du coup, il y a ce côté péjoratif, mais que l'on peut voir aussi comme quelque chose d'extrêmement positif, puisque la nature, par essence, est instable, et c'est ce qui fait le vivant, hein, puisque le vivant est instable, et c'est de là que naît finalement la question du vivant, c'est dans ces instabilités chroniques. Et là-dessus, effectivement, comme on l'a un peu expliqué, exploré, on est tout à fait à l'aise avec cette question d'incertitude, de déséquilibre et qui nécessite peut-être plus de besogne, sans de schéma préétabli, avec des méthodologies qui sont plus fluctuantes, qui, comme on l'a évoqué tout à l'heure, laissent place à la sérendipité, à des questions d'inconnu, on essaye souvent de sensibiliser notre équipe à se dire tiens, il y a un sujet neuf, on l'a pas fait. Nous, c'est rien de plus intéressant que de quelque chose qu'on n'a jamais fait. Et c'est d'ailleurs ce qui déstabilise beaucoup un petit peu le modèle économique dans lequel on est, hein, c'est que à la différence du marché on va dire de la construction ou je dirais du développement d'une agence classique d'architecture, le fait de pouvoir être retenu à un concours de gymnase quand on en a déjà fait 4, pour nous, on est totalement dans le schéma inverse. C'est-à-dire que nous, ce qui nous plaît dans la vie, c'est de faire un gymnase, mais après de faire une école, de faire, d'expérimenter et de proposer des sujets un peu prototypes et de montrer du coup alors c'est très compliqué, hein, parce que du coup en France on est complètement à contre-courant de comment ça se passe habituellement. C'est-à-dire il faut s'associer avec quelqu'un qui a déjà fait 4 gymnases, on fait 70 dossiers de candidature, on est retenu à 2, on fait un concours, on en gagne 1 sur 4, et puis du coup c'est ce qui fait que beaucoup d'agences mettent 30 ans à devenir spécialistes en gymnase. Ce qu'on essaye de ne pas faire. Oui, vous ne voulez pas devenir des spécialistes. Non, on aime cette question, on aime cette question plutôt de spécialiste de la complexité. Ça nous plaît de se dire, voilà, nous on est très à l'aise dans plein d'environnements différents, ce qui commence à marcher, hein, parce que on voit beaucoup que beaucoup de nos clients sont pris dans les propres instabilités de leurs domaines respectifs. Et du coup, d'avoir une équipe d'archi un petit peu à l'écoute et tout à fait à l'aise avec cette question-là. Et je pense qu'Antoine en a parlé, mais de la question du programme, de tout ce qui construit un petit peu notre métier là-dessus, c'est effectivement quelque chose qui nous effraie absolument pas. Et bien au contraire, c'est autour de ça qu'on se construit. Oui, puis même les plus, je lisais hier les résultats du monde de la promotion immobilière en matière de logement. En France, les résultats sont tombés pour 2023, ils sont à moins 30% de vente. Donc ça déstabilise un monde qui était assez sûr de lui pendant un certain nombre de décennies, on va dire. Non pas qu'il ne faille plus construire de logements, mais qu'il y a d'autres soucis. Donc ça, pour ceux qui sont attachés exclusivement à la question de la marge, ça va forcément les obliger à se re-questionner. J'étais la semaine dernière avec le président de la SACVEL qui me disait que du jour au lendemain, leurs locataires demandaient des pleins nord et plus des pleins sud, que leurs locataires demandaient des rez-de-jardin et plus des appartements terrasses sur le toit, parce qu'ils ont eu évidemment à vivre et ils ont bien compris que la question caniculaire l'été allait s'installer durablement. Ils ont des locataires qui demandent des premiers étages et non plus des 5e étages, parce qu'ils ont des vélos et qu'ils veulent les monter dans leur appartement. Et donc, vous comprendrez bien que c'est plus facile de monter un vélo sur un étage que sur 5 étages. Donc, ils ont l'air surpris, mais en tout cas, chiffre à l'appui, ils voient que les choses sont en train de muter et beaucoup plus vite que prévu. Donc, il peut y avoir effectivement des retournements de situation. Mais je m'égare. Donc, Antoine Trolla, sur ces questions de dealer avec l'incertitude, hein, qui vous caractérise et qui a peut-être en effet déstabilisé un certain nombre de clients jusqu'à aujourd'hui, mais qui peut-être va être au contraire un atout pour les années qui arrivent. Oui, c'est de penser à un bâtiment qui soit capable de se transformer en fonction de choses qu'on n'a pas forcément prévues. Et du coup aussi de prévoir... on a parlé beaucoup de la norme. Alors on s'est garé là sur la question... sociale, mais on peut s'égarer sur la question agricole. Mais je veux dire, la norme est contraignante et en architecture, on est contraint par la norme.
Mais on parlait tout à l'heure de l'école d'architecture qui est ce magnifique bâtiment avec cette vérité constructive, qui nous a guidés, mais qui, pour avoir travaillé sur le projet de l'école d'architecture, on avait fait l'atelier maquette de l'école d'architecture sur un espace démontable, éphémère. Et en fait, ce positionnement qu'on avait eu pour le projet, il était rendu nécessaire par rapport à cette complexité du bâtiment qui, par la norme, ne peut plus muter, ne peut plus changer. Alors du coup, il a été construit dans les années 80. C'est-à-dire que 30 ans après, le bâtiment il est toujours aussi beau, il est toujours aussi élégant, il est constructivement encore en parfait état, mais il ne peut pas s'adapter à l'enseignement qui a changé. Et du coup, c'est un problème, parce que du coup, il est trop sur les limites de la norme. Et que du coup, nous, on essaye de faire des espaces sans forcément savoir ce qui se passe dedans. En fait, en tout cas, on va accompagner les gens qui vont investir ces espaces-là pour leur permettre de pouvoir construire leur espace sans forcément connaître ce vers quoi ça va aller. Je m'exprime mal, mais c'est un peu comme c'est la question des tiers-lieux, qui sont très actuels. Mais un tiers-lieu, par définition, on ne doit pas le figer dans son sujet, puisque en fait c'est quelque chose c'est les gens qui vont se réunir et qui vont construire des idées. Donc du coup si on nous pose la question d'un tiers-lieu, il faut qu'on fasse un bâtiment qui puisse s'adapter à l'ensemble de ces idées, et que du coup il faut pouvoir jouer avec ces normes, pour comprendre ces normes, pour que ces normes ne soient pas bloquantes pour transformer le bâtiment ou l'aider, que le bâtiment il est là pour accompagner les gens qui vont y vivre dedans. Mais qu'on comprenne bien, pour ceux qui ne connaissent pas le bâtiment de Jourdain et Perrodin, alors c'est toujours un peu compliqué parce que c'est un bâtiment qui appartient à l'histoire de l'architecture. Je pense qu'il figure vraiment. C'est un très bon bâtiment. À l'époque, l'agence, c'est une grande agence d'architecture. Mais pour rebondir dans ce que vous dites, c'est un bâtiment qui, à l'époque, se veut à l'avant-garde des questions environnementales. C'est des choses qui travaillent beaucoup, Gilles Perrodin et Françoise-Hélène Jourdain, donc depuis très longtemps. Ils avaient travaillé à Munich. Voilà, je me rappelle du village Terre. On leur doit... ils font partie de l'histoire, mais je crois qu'on leur doit quelque chose. Mais pour autant, c'est aussi un bâtiment, alors là, je m'exprime personnellement, qui signe une époque, c'est-à-dire qui, quand même, très franchement, dans une expression totémique, de beaux-arts, au sens, Gilles Perrodin n'aimerait pas entendre ça, mais au sens où le bâtiment, il est là, il est présent, il est très lisible, et il exprime aussi très fortement ce que doit être l'enseignement de l'architecture. Puisque donc on a pour ceux qui ne connaissent pas, deux socles superposés. On a un socle rez-de-chaussée en béton, voûté, qui fait référence évidemment à tout l'aspect un peu cultuel, conventuel, dont on imagine le travail en loge, la pensée, la réflexion, machin. Et puis au-dessus, on a au contraire quelque chose de beaucoup plus léger, un socle en bois avec des ateliers qui sont entièrement ouverts. Quelque chose de plus léger, et au bout, donc on a une rue centrale qui traverse la totalité de ce bâtiment, et au bout on a cet espace pour l'administration qui est un peu dans sa tour de garde en meurtrière sur le NTP. Voilà. Donc c'est un bâtiment très puissant. Enfin, je le dis en toute. Oui, mais typiquement, tout à fait. Mais c'est intéressant de parler de ça parce que justement, ça vient à contrario de ce que vous évoquez aujourd'hui sur l'architecture pour vous. C'est-à-dire que effectivement, je rejoins la qualité de ce bâtiment et le plaisir qu'on a pu y trouver. Et c'est important d'avoir un bâtiment qui soit, surtout pour une école d'architecture, qui soit un espèce de démonstrateur ou qui soit emblématique. Mais néanmoins, les choses ont changé. Enfin, c'est normal, mais aujourd'hui, je crois qu'on ne peut plus être en meurtrière face à l'ENTPE. En fait, nous, on dit qu'il faut qu'on puisse se comprendre avec l'ingénieur
Et je crois que les architectes aujourd'hui, en tout cas les architectes qui nous entourent, ils essayent de travailler avec leurs équipes dans une co-conception où l'architecte n'est pas dogmatique. Mais je fais une petite parenthèse pour que là aussi les gens comprennent, c'est qu'on est donc à Vaux-en-Velin et on est voisin. L'école d'architecture est voisine d'une autre très grande école qui est l'École nationale des travaux publics, donc qui forme des ingénieurs et en particulier du bâtiment, et qui sont voisins, mais on ne peut pas dire qu'ils aient été conçus et l'un et l'autre, enfin les TPE ne pouvaient pas le savoir, mais pour s'accueillir, on va dire, mutuellement. Au contraire, c'est même un parti pris. C'est même un parti pris inverse. C'est même un parti pris inverse de tourner le dos à l'ingénieur en disant l'architecte c'est lui qui décide et l'ingénieur il applique. Je crois pas justement que ça puisse être le cas aujourd'hui, en tout cas, et ni même d'ailleurs avec les gens qui vont y vivre. Donc du coup, sur la question du logement, vous parliez sur la question de l'attique, du R+1, du jardin. En fait, c'est compliqué aujourd'hui de dire voilà, c'est comme ça que tu vas vivre, et puis c'est tout. Et il faut qu'on fasse des bâtiments de logement qui puissent s'adapter à comment les gens vivent, répondre à plusieurs complexités, ne pas répondre. Donc c'est là peut-être où c'est plus dur de trouver un bâtiment qui reste manifeste. Comme peut l'être l'école d'architecture, tout en étant capable d'accepter la diversité. Ouais, mais c'est valable pour d'autres bâtiments. Alors, à contrario, rentrons un peu dans l'histoire de l'architecture. On l'a vu aussi, des bâtiments anciens qui portaient en eux, sans que ça la soit pensé à l'origine, qui portaient en eux leur capacité d'accueillir des programmes, des usages différents dans le temps. Je vais prendre un exemple très lyonnais, les canuts, les immeubles canuts par exemple, donc, qui sont des bâtiments en pierre qui ont été construits à partir de la première moitié, à la fin de la première moitié du 19e, pour accueillir des ouvriers donc, qui travaillaient à domicile et qui sont aujourd'hui évidemment plus présents pour travailler, et qui étaient aussi conçus pour accueillir le métier jacquard, qui est une invention de fabrication textile mécanisée et qui demandait des hauteurs sous plafond importantes. On l'a vu, ces bâtiments, dans un secteur en plus extrêmement dense, puisqu'il fallait rapprocher... faire de la rentabilité foncière pour les patrons soyeux qui construisaient ces immeubles. Et puis, il fallait aussi que les ouvriers puissent très vite descendre chez les patrons, ramener les rouleaux de textiles qu'ils avaient fabriqués. Et donc, avec ce dispositif parallèle à la pente, puisque tout ça, c'est sur des pentes, que sont les traboules qui permettent de descendre à couvert très, très vite. Ce n'était pas pour se balader ou faire joli, c'était vraiment pour répondre à une forme d'efficacité industrielle. Et on l'a vu, mais on pourrait prendre plein d'autres exemples sur la planète, bien sûr. On a vu que ça continue à marcher. Ça continue à marcher pour d'autres usages, sous d'autres climats aussi. Et le patrimoine industriel du 20e également, ou du 19e, plutôt. En fait, ce fameux patrimoine dont on parlait tout à l'heure, là, il est capable de se transformer, de s'adapter, de se réinventer, et que du coup, je pense que aujourd'hui, on doit travailler sur cette question. Il nous semble que pendant un certain temps, on a un peu perdu le bon sens architectural. Et j'en parlais avec Philippe Allard, qu'on a invité l'autre jour, sur où l'architecte du patrimoine, lui aussi, est mis dans une case de celui qui va parler qu'au patrimoine, alors qu'ils essayent... tous de prôner le fait qu'ils sont architectes avant tout. Et ce qui est intéressant dans l'architecte du patrimoine, c'est parce que le patrimoine porte en lui-même une forme d'écologie certaine. C'est-à-dire qu'en fait, les bâtiments patrimoniaux intéressants se réinventent. Donc, du coup, en soi, ont cette capacité à... sont en eux-mêmes du réusage. Et les matériaux qu'ils utilisent sont des matériaux intelligents. Je pense au bois, à la pierre, au pisé, et qui construisent une architecture qui démontre son efficacité. Donc du coup, pendant un certain temps, on s'est un peu perdu,
dans une architecture inefficace, intransformable et soumise à la norme, alors que l'Hôtel-Dieu, les Canuts et ailleurs, les bâtiments ont une capacité à se réinventer en restant dans la norme, en fait. Et que les ponts romains sont toujours là quand les nôtres s'en vont sur des grosses crues. Donc, du coup, il y a des questions comme ça, un peu efficaces et juste de bon sens. Je pense qu'ils sont beaucoup liés à cette question, encore une fois, du temps. C'est-à-dire qu'à l'époque, on était quand même sur des constructions qui nécessitaient plus de temps de conception, de mise en œuvre, et donc du coup qui étaient certainement mieux pensées. Et pendant, je pense, une grande période, notamment après-guerre, on a dû confondre la question de progrès avec la question de précipitation et de rapidité. Et donc là, avec les problématiques d'instabilité globale que l'on connaît, on revient un petit peu à cette question finalement de repli sur soi, mais qui... dans une grande partie une partie de la population panique, une autre dit c'est une opportunité pour réfléchir, pour reprendre un peu de temps pour réfléchir posément, analyser la situation et réagir de manière efficace par rapport à ça. Et donc ce retour à une forme qu'évoque Antoine de bon sens qu'avaient les anciens, en fait, c'est aussi cette simple regard que l'on peut porter sur les choses, c'est-à-dire qu'ils prenaient le temps de faire, quoi. Alors ils étaient dans une forme un peu obligée, mais cette obligation-là permettait d'être juste, certainement, plus juste peut-être, sur l'appréciation de l'effort, de l'acte de construire aussi, pour aussi dans une forme de robustesse, qui est aujourd'hui aussi un terme qui revient de plus en plus, de fabriquer des ensembles qui soient pas simplement solides, mais robustes, avec cette idée de robustesse qui évidemment intègre cette question du temps. C'est-à-dire que c'est pas juste costaud, c'est costaud dans la durée. Et ça, on sent bien que c'est plus adapté. Et après, on est allé un peu trop vite sur certaines... parce que du coup, on faisait référence à des architectes. Du coup, Corbusier, par exemple, a dessiné quelque chose qui s'adapte complètement à ce dont on parlait tout à l'heure, sur la question de vouloir vivre en bas, d'avoir un logement en traversant, il avait répondu à toutes ces questions. Et sauf que du coup, au lieu de s'appuyer s'appuyer sur son manifeste pour l'augmenter ou l'adapter en prenant le temps d'y réfléchir, on est passé dessus en ne prenant que ce qui était efficace. Donc il y a une forme d'efficacité. Il y a l'efficacité du constructive, de la question du process et de la standardisation du béton armé. Mais ce qui faisait la richesse de ces unités d'habitation, c'était bien la mixité programmatique et la diversité d'éléments qu'on pourrait retrouver dans le mouvement que les gens pouvaient avoir au sein du bâtiment, ce qui est pas du tout ce qui a été totalement galvaudé après quand on est passé sur une production de masse. Donc oui, alors après peut-être que tous les architectes n'avaient pas le talent de Le Corbusier et de son studio quand même. Enfin, ça c'est des choses qu'on. Dommage. C'est-à-dire que il y avait malgré tout une forme. Enfin, il n'y avait pas malgré tout une grande partie d'invention ou de réinvention chez Le Corbusier associée à une très grande culture architecturale que n'avaient pas tous les architectes. Oui, puis sur la question de appliquer des recettes. Oui, mais je voudrais insister là-dessus sur ce que vous dites parce que finalement cette parenthèse qu'on est en train de quitter, des champs des possibles totalement ouverts, on se rend compte que ça a été contre-productif parce que si on revient justement avant le monde du béton, on va dire, et l'industrialisation, etc., qu'a connu évidemment le monde du bâtiment, les gens, ils font avec ce qu'ils ont. En fait, en réalité, ils n'ont pas tant de ressources disponibles, en tout cas, elles sont autour d'eux. Donc, la Terre, qui est partout sur cette planète, c'est plus de 50% de l'architecture du monde. La pierre, évidemment. En plus, en France, il y a eu un moment qui a ouvert des possibles sur l'architecture de pierre et notamment la transformation, c'est la Révolution française. Et donc le démantèlement en particulier massif d'églises, de couvents et autres palais, on va dire. Et donc, voilà, les gens avaient une culture constructive, terre, bois, pierre, selon la disponibilité matérielle.
Ce qui a complètement explosé avec on va dire, l'après-guerre, et pas que sur la question de l'architecture, parce qu'on pourrait faire un parallèle avec l'agriculture, on a exactement le même phénomène, c'est que d'un coup, on est rentré dans un imaginaire et une réalité qui était qu'on pouvait disposer de tout le temps, déplacer des matériaux, être dans l'extractivisme massif, tout faire, qu'on allait faire, on était dans une performance incroyable de faire des trucs, des voûtes, enfin voilà. Donc quelque chose qui fait rêver quand même. Ça, on a beaucoup rêvé pendant cette période, et puis là, les évolutions techniques nous ont répondu. On est même allé sur la Lune. Donc c'est pour dire à quel point était ce voilà. Donc comment on fait aujourd'hui? Quand on est architecte, à un moment donné, même si vous êtes très armé sur la question d'accepter la transformation, on sait qu'on a devant nous un nombre de ressources, en tout cas une conscience de la limitation des ressources, voire de la limitation des moyens, une conscience sur le fait que peut-être on peut agir chacun à sa place pour décarboner un peu, enfin là où on peut le faire. Comment voilà, quel imaginaire on trimballe avec ça? Moi, je trouve que c'est... En fait, je vis avec plaisir toutes les avancées technologiques et tout ça. Et je pense juste qu'il faut faire avec bon sens. Si c'est du bon sens d'aller sur la Lune, il faut y aller. Si on a la capacité d'y aller. C'est juste que pendant un temps, on a oublié de faire avec bon sens, il me semble. Et que parfois, réhabiliter un bâtiment, le bon sens, c'est d'en faire un minimum. Puis parfois, le bon sens, c'est de le raser. Ou parfois, c'est de transformer un usage. Et parfois, c'est de militer pour conserver cet usage. Enfin, du coup, je crois que c'est... Il me semble que nous, on essaye de faire avec bon sens. Mais peut-être parce que vous n'avez pas d'a priori. Oui, certes. Je pense que ça vient autrement, ça ne marche pas. Tout simplement. Après, on communique sur le fait qu'on est une agence qui n'est pas dogmatique, et je pense qu'on essaie de l'être pas simplement sur la question de la production architecturale, mais aussi un peu plus largement sur notre manière de penser, de percevoir les choses. On se donne le choix de faire des erreurs. Enfin, on se donne l'opportunité de pouvoir faire des erreurs, de se tromper, de changer d'avis. Et ça, mais comme je dirais n'importe quel être humain qui se comporte avec d'autres de ses congénères, on essaie de faire de notre pratique un métier vivant. Et après, sur la question de la ressource, il est clair qu'aujourd'hui, ce que vous évoquiez sur on fait avec ce qu'on a à côté de ça. Aujourd'hui, dans l'échelle dans laquelle on est, dans le flux de communication, d'échange, d'obligations de rapidité aussi, qui, justement, je pense qu'on arrive vraiment à la fin d'un cycle, là, nous permet de dire, la matière qu'on a, ça va être quoi? On l'a évoqué pendant les entretiens, c'est des grandes friches industrielles, ça on commence à le savoir depuis quelques décennies. C'est demain des centres commerciaux désertés qu'il va falloir réemployer, réinvestir, transformer. Demain encore, voilà, des Plateau banques. Urbain me dit qu'il y a énormément d'agences bancaires qui se libèrent dans les villes. On a fait un projet à Bruxelles sur une ancienne banque, l'ancienne banque Dexia. Qui va devenir un commissariat de police. Et en attendant la transformation en commissariat de police, on l'a transformé en lieu culturel éphémère dans le centre de Bruxelles. Donc, est-ce que vous diriez, là, pour conclure, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit un de vos collègues, confrère Nicolas Delon de l'agence Encore Heureux? Il dit que le rôle de l'architecte à l'ère de l'Anthropocène, ou en tout cas à l'ère de ce monde fluctuant, troublé, c'est de passer d'un design de l'intention à un design de l'attention, que c'est vraiment une question d'attention, en fait. Complètement. Voilà, en fait, parce qu'on reboucle aussi avec cette idée d'enseignement à l'école d'architecture, parce qu'en fait, comme on l'a évoqué un petit peu, nous, pour nous, l'architecte, c'est quelqu'un qui regarde, tout simplement. Et donc, du coup, les études d'architecture nous aident à appréhender la question du rôle d'observateur que l'on a sur notre environnement, sur la société, sur
sur l'espace, sur la planète. Et effectivement, ça renvoie finalement à cette question de capacité à observer, et donc pas simplement à être dans l'intention, mais justement dans l'attention. Et on ne peut n'être que d'accord avec cette... Enfin, on s'inscrit totalement dans cette idée qui revient à cette idée de bon sens, finalement. Faire attention à l'existant, attention à la personne qui va vivre cet espace-là, attention à son mobilier. C'est-à-dire qu'on peut pas être... on avait le discours hier on avait un échange hier justement sur des architectes qui peuvent imposer une architecture qui peut être sublime, mais qui empêche la personne de l'habiter. Donc du coup d'imposer sa manière de voir d'imposer sa manière de voir comment tu dois vivre. Alors que finalement, l'architecture, elle doit l'accompagner. Tout à fait. Ça me fait penser à une autre architecture emblématique, ce que vous dites. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film de Becca qui avait été diffusé dans une biennale d'architecture de Venise, je ne me rappelle plus exactement l'année, sur la maison de Bordeaux de Rem Koolhaas. La femme de ménage. Et il y avait la femme de ménage. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette scène d'ouverture absolument sublime, puisque c'est les habitants, le collectionneur d'art. Ouais, il était handicapé, donc en fait vous aviez tout l'espace qui montait comme ça, et donc il y avait la femme de ménage qui était là avec ses seaux, ses pelles et ses machins, et qui arrivait pas à tenir, fallait qu'elle retienne les livres, etc., que ça ne marchait pas. Et puis je me rappelle de cette séquence assez savoureuse chez les Gardiens. C'est une maison en béton, et ils sont là avec leurs meubles, avec leurs photos, leurs souvenirs, leurs canevas, des trucs à accrocher, et ils peuvent pas les accrocher. C'est pas possible, en fait. C'est une architecture qui a plein de qualité. Encore une fois, c'est aussi une maison qui appartient à l'histoire de l'architecture, mais on voit bien que pour les vivants qui l'habitent, en tout cas au moins les humains, c'est super compliqué. Le débat qu'on avait hier, c'était sur la maison François, où en fait Mies van der Rohe est interviewée chez lui. Il parle de la maison François alors qu'il est assis dans un fauteuil moelleux avec une énorme bibliothèque et des tableaux partout sur les murs. Et que du coup c'est la limite, en fait. C'est un travail à faire sur nous-mêmes, parce que du coup on parlait tout à l'heure du fait qu'on était peut-être modeste, je suis pas sûr. Du coup là, parce que l'architecte a beaucoup d'ego, mais du coup c'est toute la complexité de l'architecte, en fait, de produire un projet avec de l'ego qui doit se mettre en retrait, puisque on le disait tout à l'heure, l'architecte n'est pas un artiste. Il n'est pas là pour produire une œuvre selon sa pensée, mais pour produire un projet qui doit servir aux autres. Et donc, du coup, pour servir aux autres, il faut pouvoir faire en sorte que cette architecture elle soit capable d'accepter un autre goût que le sien, quoi. Ou un autre, voilà, ou même d'accepter ce qu'on fait soi-même chez soi, quoi. Ouais, d'accueillir, quoi. Voilà, c'est ça. Écoutez, je crois qu'on va rester sur cette belle idée que l'architecte est là pour écouter, être attentif et laisser la place aux autres, en fait. Répondre, mais en même temps laisser la place aux autres. Je vous remercie infiniment. Merci. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. Habiter ici et le monde. On y parle d'architecture, d'espace urbain et du paysage. De celles et ceux qui y habitent, de celles et ceux qui y travaillent. Des interrelations qui s'y nouent. D'un horizon soutenable pour habiter ici et le monde. Une émission de Valérie Didier.